à ce webinaire sur la thématique donc, de la recherche en tourisme, puisqu'aujourd'hui, ce sera le sujet du webinaire. On va donc vous présenter de façon générale ce qu'est le Tourism Innovation Lab, donc un laboratoire qui accompagne dans la région des Pays de la Loire, et puis également qui est le Welcome City Lab pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Ensuite, nous vous présenterons donc le GIS, le groupement d'intérêt scientifique, qui est l'invité d'honneur aujourd'hui, en présence donc, de Philippe Duhamel, qui est le directeur. Philippe vous expliquera ce qu'est un groupement d'intérêt scientifique. Ensuite, nous poursuivrons avec la présentation d'un exemple concret. Donc, nous accueillons donc Suru Meachi, enseignant-chercheur, qui va présenter le projet StratExplore. Donc, c'est un projet qui est en lien avec l'expérience et également, je m'entends en écho, qui va également aborder le sujet du revenu management. Ensuite, nous parlerons donc du financement, comment on arrive à financer, à avoir des financements quand on est une jeune entreprise, comment on peut obtenir un crédit impôt recherche également. Donc, ce sera Anna qui vous présentera cette partie. Et puis ensuite, on partira sur des questions-réponses pour terminer, si jamais vous avez des interrogations ou si vous avez des points que vous souhaitez préciser. Voilà pour le programme du jour, de cette matinée. Donc, peut-être pour vous représenter un petit peu le Tourism Innovation Lab, qui on est. Donc, on est un laboratoire qui accompagne les entreprises sur le territoire des Pays de la Loire. Donc, on est basé en fait à Angers et on va accompagner les porteurs de projets et puis également tout l'écosystème innovant dans le secteur du tourisme. La particularité qu'on a comme laboratoire du tourisme, c'est qu'en fait, on est basé au sein de l'ESTOA. Donc, c'est une faculté de tourisme qui est basée à Angers, mais pas uniquement, puisque l'ESTOA a plusieurs campus qui sont basés à Cholet, Saumur et au Sable d'Olonne, donc en région aussi, donc Pays de la Loire. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs particularités, puisqu'il y a beaucoup de nationalités étrangères qui viennent étudier à l'ESTOA. Et il y a à peu près 30% d'étudiants internationaux. Donc, il y a énormément de partenariats qui ont pu être développés depuis sa création. Et puis, il y a également beaucoup d'enseignants-chercheurs qui sont présents et également des intervenants externes et professionnels dans le secteur du tourisme qui interviennent pour justement pratiquer et puis surtout enseigner auprès des étudiants. Et puis, il y a également pas mal de doubles diplômes qui ont été créés et de nombreux accords internationaux. Donc, en fait, on est situé dans les locaux de l'ESTOA puisque ça faisait sens pour nous, en tant que laboratoire de tourisme, d'avoir également ce volet académique et recherche qui pouvait nous apporter beaucoup en tant que laboratoire donc, du Tourism Innovation Lab. Excusez-moi, j'ai été déconnectée. Pardon, je reviens juste en arrière. Donc, du coup, je poursuis sur les missions. Donc, au niveau des missions, on va accompagner, comme je vous disais, des porteurs de projets au niveau régional. On va également donc, valoriser les travaux de recherche académiques auprès des professionnels du tourisme avec lesquels on travaille. On va réfléchir de façon collective aussi au tourisme de demain et puis aux enjeux. Donc, c'est encore plus présent aujourd'hui avec en tout cas ce qu'on vit actuellement. Et puis, on va également apporter des solutions aux problématiques des professionnels puisqu'on va se déplacer dans les départements de la région, recenser un petit peu les problématiques qu'ils rencontrent et puis essayer de leur proposer des solutions via les outils qu'on peut avoir au sein du Tourism Innovation Lab. Au niveau donc, des missions, on en a énormément qui sont donc les suivantes. Donc l'animation, dans un premier temps, on va, comme je vous disais, accueillir aussi pas mal de réunions et en tout cas animer des événements qui ont lieu un petit peu partout dans chacun des départements.
On va aussi, donc là on termine notamment l'organisation des rencontres d'innovation du tourisme qui ont eu lieu semaine dernière, qui a aussi rassemblé l'écosystème du tourisme avec des thématiques qu'on aborde qui vont surtout toucher les territoires. On va aussi avoir un volet donc recherche, comme je vous présentais auparavant, avec des ateliers thématiques sur voilà, des problématiques que les personnes peuvent rencontrer au sein des entreprises, des collectivités. On va avoir vraiment une grosse partie accompagnement des entrepreneurs et des startups du tourisme qui sont donc accompagnés tous les ans. Donc là, on a recruté très récemment 4 nouveaux lauréats pour cette 4e promotion. Et puis, on a aussi donc, un volet formation, puisqu'on propose des formations pour les entrepreneurs, pour justement se professionnaliser dans le secteur du tourisme. Et puis, on va faire aussi pas mal de communication et travailler sur les perspectives qu'on peut avoir sur l'avenir dans le secteur du tourisme également. Donc voilà, il y a plusieurs missions qui sont assez variées. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a accompagné 4 promotions. Donc on a 26 startups qui ont été suivies depuis 2018. Et donc, on les a accompagnés soit sur de la formation, soit sur de l'incubation ou bien de l'expérimentation pour qu'ils puissent tester leur projet in situ et surtout améliorer leur premier MVP, en tout cas au niveau de leur projet touristique. Je vous ai remis ici quelques startups qu'on a accompagnées depuis 2018. Donc, elles ne sont pas toutes présentes, mais vous avez un petit éventail des startups qui ont été suivies par le Tourism Innovation Lab. Et puis, pour terminer, n'hésitez pas surtout à me contacter si vous le souhaitez. Ce sera avec plaisir qu'on pourra, en tout cas que je pourrai vous répondre, puisque je suis la coordinatrice du Tourism Innovation Lab. Donc, je vais laisser, je pense, Anna poursuivre pour la partie du tourisme, enfin du Welcome City Lab, si tu le souhaites. Et puis, on continuera avec également donc, Philippe. Oui, merci Laure. Juste une question, tu as enlevé la présentation, du coup je partage la mienne? Non, c'est bon, je la remets, c'est que je pense que quelqu'un a dû vouloir partager et ça a fait... Ah oui. Oui, il faut juste essayer de ne pas toucher. C'est vrai que c'est ouvert à tous, mais il faut... Si c'est possible de pas toucher la présentation pour les personnes qui sont dans l'assemblée, merci à vous. Donc là, je pense que c'est bon. Hop. Ça arrive, en tout cas. Voilà. Parfait. Donc Anna, je te laisse la main sur la présentation de Welcome City Lab. Merci Laure. Alors, juste, j'essaie d'aller à la slide. Voilà. Alors, donc je suis Anna Vérinck, je suis responsable de l'incubation au sein du Welcome City Lab. Donc, je vais vous faire une présentation très courte de notre plateforme d'innovation. Donc, tout d'abord, je voulais préciser que le Welcome City Lab fait partie de Paris & Co, qui est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris et de la métropole. On a plusieurs missions. On est assez connu pour le développement, l'accélération, l'accompagnement du développement des jeunes entreprises françaises et étrangères via nos programmes d'incubation. Mais on a aussi une mission de facilitation de l'expérimentation urbaine et de stimulation, diffusion de l'innovation, notamment via nos grands événements. Peut-être que vous connaissez le hacking de l'hôtel de ville qui, j'espère, aura lieu cette année. Pour préciser, donc on est le premier réseau d'incubateurs en Europe, on a 500 startups en tout chez nous, on a 12 plateformes d'innovation. Là, je ne sais pas si mes slides, on le voit très bien, j'ai l'impression, moi je les vois un peu coupés, mais bon, je continue. Pas très bien. Ok, et donc on a plein de sujets, on a
Je suis désolée, il y a des gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à se connecter, donc en même temps, ça me perturbe, mais je vais leur renvoyer le lien. Donc, premier réseau d'incubateurs en Europe. On a beaucoup de thématiques, comme vous voyez, donc on va du sport, alimentation, fintech, on fait l'e-sport, pratique compétitive du jeu vidéo, industrie culturelle et créative, etc. On travaille tous en réseau, et ce qui fait aussi notre force. Pour préciser, pour le Welcome City Lab, nous, notre ambition, c'est de faire de Paris et du Grand Paris la ville leader de l'innovation touristique. Cette plateforme d'innovation a été créée il y a 7 ans maintenant par Laurent Cage et François Tessier. Et on a nos missions pour y arriver sont les suivantes. Donc, tout d'abord, on a une mission d'accompagnement des startups qui sont incubées chez nous. On en a toujours à peu près entre 30 et 40. On fait justement des ateliers comme cet atelier aujourd'hui. On a des rencontres avec des experts, etc. On a une mission d'animation de l'écosystème du tourisme et avec des petits déjeuners régulièrement, tous les mois d'ailleurs. Si vous voulez plus d'informations, parce que là, je fais une présentation assez courte, vous pouvez venir chaque mois, on fait des petits déjeuners en ligne, pour le coup. On a un rôle d'open innovation avec nos partenaires avec lesquels on travaille sur des projets de collaboration avec les startups. Et puis, on a un rôle de veille où on sort chaque année un cahier de tendance sur les tendances, sur le futur du tourisme. Le dernier est sorti en octobre. Il est téléchargeable gratuitement sur notre site si ça vous intéresse. Nos partenaires, rapidement, sont ici. Donc, vous voyez, la ville de Paris, on est très proche de la ville de Paris, de l'Office du tourisme de Paris, mais on a aussi Atout France, les Hauts-de-Seine, Air France, ADP, un groupe hôtelier. Et puis, on fait partie de France Tourisme Lab aussi, avec justement le Tourism Innovation Lab d'Angers. Sur nos chiffres, on a incubé 160 startups depuis le début. Si vous pouvez couper votre micro, c'est mieux. Sinon, je le fais. Voilà, merci. Sur nos chiffres, donc on a incubé 160 startups depuis le début. On est assez content de voir que nos startups ont créé plus de 1500 emplois et qu'on a un taux de pérennité de 85%, c'est-à-dire 85% des startups qui sont passées par chez nous sont toujours en activité. On espère que cette crise va pas affecter ce chiffre. Et quelques noms, juste comme ça, qui peuvent vous dire quelque chose, qui sont passés par chez nous. Staycation, peut-être que vous connaissez, Privatiseur, Nanny-Bag aussi, qui est assez connu dans le milieu du tourisme, et d'autres, bien sûr. Ça, c'était juste pour vous donner quelques noms. Voilà, c'est une petite présentation courte d'introduction. N'hésitez pas à venir à notre événement, justement, mensuel, si vous voulez plus d'infos sur nous et sur notre accompagnement. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, Anna. Donc, surtout, si vous souhaitez prendre la parole, on a prévu un temps de questions-réponses à la fin. Et puis, même si vous avez des questions qui vous viennent tout de suite maintenant, n'hésitez pas à utiliser le chat et on essaiera d'y répondre et de regarder en même temps. Donc là, on va laisser la parole à Philippe Duhamel, qui est donc le directeur du GIS, donc du groupement d'intérêt scientifique. Études touristiques. Donc, Philippe. Merci Laure. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Philippe Duhamel, je suis directeur du GIS Études touristiques, donc, qui est un réseau de chercheurs en tourisme qui est actuellement créé dans le Grand Ouest français, dans 17 établissements d'enseignement supérieur et de recherche, à la fois des universités et des écoles, avec 12 disciplines différentes, et qui rassemble actuellement environ 150 chercheurs. Alors, pourquoi ce GIS a été constitué et quel est l'enjeu et l'objectif de ce GIS? Alors, ce GIS est le résultat d'un premier travail collaboratif qui s'était fait au sein des Pays de la Loire dans le cadre d'une politique publique qui s'est appelée RFI, Recherche, Formation, Innovation, dont la déclinaison de l'innovation, c'est ce qu'a présenté Laure Printemps tout à l'heure sur le Tourism Innovation Lab. Et puis, sur la formation, c'était la mise en place de 2 campus, un campus des métiers et des qualifications et un campus de la gastronomie à Angers. Sur le volet recherche, on nous avait demandé de travailler donc sur de la collaboration entre chercheurs des différentes écoles et universités des Pays de la Loire, ce que nous avons fait. Et dans les premiers échanges que nous avions eus avec le CNRS à l'époque, il nous avait été conseillé, voire proposé, d'ouvrir un peu cette collaboration au-delà des Pays de la Loire
et d'essayer de construire quelque chose qui soit beaucoup plus transversal, plus interrégional, plus interdisciplinaire et plus inter-établissement. Donc, on avait besoin absolument de pouvoir travailler ensemble et c'est comme ça qu'on a construit petit à petit ce réseau, donc qui est ancré dans le Grand Ouest pour l'instant parce que c'était un petit peu les réseaux entre guillemets déjà constitués des personnes qui étaient un peu au pilotage de ce projet, donc en l'occurrence moi, et petit à petit nous l'ouvrons à l'ensemble des établissements de France et de Navarre et très prochainement l'Université de Tours, l'Université de Toulon et l'Institut du tourisme de Nice vont nous rejoindre au sein du GIS Études touristiques qui a été lancé en mai 2019 et qui a obtenu le label, qui a le label CNRS. Alors, quel est l'objectif? Quels sont les enjeux de ce GIS? Alors, il y a déjà une problématique importante qui est que la recherche en tourisme en France est extrêmement atomisée. On identifie très peu d'équipes de recherche en tourisme. La seule qui a clairement le mot tourisme dans son label, enfin dans son intitulé, c'est l'EIREST à Paris 1, piloté par Maria Gravari-Barbas. Sinon, la plupart d'entre nous sommes dans des groupes ou dans des groupements où le mot tourisme n'apparaît pas. Et donc, en termes de visibilité, c'était compliqué. De même, nous sommes rarement très nombreux. À Angers, nous sommes une vingtaine, mais c'est un peu une exception, voire même, je pense que c'est une exception en France, voire même maintenant quasiment une trentaine. Et donc, il y avait un besoin de tous ces chercheurs qui étaient un peu disséminés sur le territoire de se rassembler autour d'une thématique et d'un enjeu commun, c'est-à-dire le tourisme. Donc ça, c'était la question de se rassembler qui était importante avec plusieurs objectifs. Le premier, c'était se rassembler et mieux se connaître, se rassembler pour monter des projets. Et c'est pour ça que le GIS a lancé un appel à projet qui s'appelle Tremplin, c'est-à-dire financer du consortium pour aller déposer ensuite des projets scientifiques à l'échelle régionale, nationale et internationale et donner de la visibilité à nos travaux. Et puis, autre problématique, la problématique du rayonnement de la recherche française à l'international, d'où un soutien pour nous au sein du GIS avec un appel à projet publication internationale et la volonté aussi de être visible hors de France, donc la mise en place d'un site internet qui va être en ligne très prochainement et qui sera dès le départ en 3 langues différentes. Alors, le lien avec les entreprises, puisque mon invitation tient aussi à cela et aux startups, c'est que dans la feuille de route du GIS, il est aussi écrit que nous souhaitons nous tourner vers les territoires, nous tourner vers les entreprises, vers les startups, dans une collaboration entre chercheurs et entrepreneurs, dans des collaborations qui pour l'instant sont souvent encore limitées, voire avec peut-être de la part des chercheurs une certaine réticence peut-être, et puis peut-être aussi chez certains entrepreneurs à se tourner vers les chercheurs avec cette question, mais que peuvent m'apporter les chercheurs? Alors je crois que la principale qualité des chercheurs, enfin ce n'est pas la seule, mais qui me semble importante ici relativement à des entrepreneurs, c'est que nous ne sommes pas dans les mêmes temporalités dans nos travaux. C'est-à-dire que la plupart des entrepreneurs ont à gérer un quotidien qui est extrêmement lourd, très chronophage, avec des problématiques si on n'est pas très nombreux dans son entreprise pour réfléchir sur des stratégies, sur du temps long, sur de l'observation, sur mais comment évoluent les choses, comment ça fonctionne, comment la société évolue, etc. Or, les chercheurs, eux, sont plutôt dans le temps moyen, voire le temps long, où notre démarche forcément s'inscrit dans quelque chose qui se met sur l'année, 2 ans, 3 ans, voire au-delà, puisque vous savez qu'entre autres, être chercheur, c'est avoir fait une thèse, et une thèse, c'est au moins 4 ans dans un certain nombre de disciplines, et en sciences politiques, ça peut monter à 6 ou 7 ans. Donc, ma participation à ce webinaire, c'était l'idée aussi de vous dire, ben voilà, si vous êtes à la recherche de chercheurs en tourisme, avec des disciplines extrêmement variées, du marketing à la science de gestion, en passant par la socio, l'architecture, l'informatique, eh bien, le GIS Études touristiques existe. J'en suis le directeur actuellement. Et donc, n'hésitez pas à venir vers nous, à vous tourner vers nous pour qu'on puisse vous mettre en contact avec des chercheurs sur des thématiques qui pourraient vous intéresser ou qui correspondraient à vos préoccupations, sachant en plus que dans les projets, l'appel à projet Tremplin dont je parlais tout à l'heure, souvent on demande, enfin même c'est dans le cahier des charges, on demande aux chercheurs de se mettre en lien avec des entrepreneurs ou avec des territoires. C'est-à-dire que ce n'est pas une recherche strictement théorique, elle est aussi très opérationnelle. C'est-à-dire qu'on est dans le lien avec les territoires et avec les entreprises. Voilà. Pour terminer ma présentation, nous avons un événement chaque année qui s'appelle les Assises de la recherche en tourisme, donc du GIS Études touristiques. Et donc, dans ce cadre, eh bien, le prochain se passera début juillet. Et donc, regardez prochainement notre site où, via leur printemps, je pourrai vous donner des informations sur la tenue de ces 2e assises du tourisme en juillet prochain. Merci Philippe. Peut-être, est-ce que tu pourrais aussi
tu parlais justement donc, du GIS, des projets qui ont pu être accompagnés en plus dans le cadre voilà, du RFI, donc Angers Tourism Lab, qui à l'origine a lancé tous ces projets, donc le GIS, le TIL. Est-ce que tu pourrais en décrire quelques-uns? Je pense notamment à un projet qui peut être en lien avec la santé. Enfin voilà, donner quelques pistes pour que voilà, l'auditoire puisse avoir une petite ordre d'idée de quel type de projets peuvent être accompagnés. Alors, dans l'absolu, tout projet peut être accompagné. C'est-à-dire que l'autre vertu des chercheurs, c'est de s'emparer de toutes les thématiques, car tout fait thématique et tout fait sens à partir du moment où on va être dans la compréhension et l'analyse du monde tel qu'il fonctionne. Alors, dans les projets qu'on a pu mener au sein du RFI, donc moi, dans ce programme RFI Recherche, Formation, Innovation, qui s'appelle, enfin, qui a un intitulé encore officiel, parce qu'il existe ce programme jusqu'à fin 2022, Angers Tourism Lab, j'étais le coprésident de la commission recherche. L'autre coprésident, vous voyez, était un professeur dans l'école du commerce, donc l'école de commerce d'Angers. Donc déjà un assemblage que l'on ne voit pas toujours, hein, quelqu'un qui vient d'une université avec quelqu'un qui vient d'une école de commerce, et nous avons très bien fonctionné ensemble, chacun ayant ses qualités, ses marottes, ses attentions, mais le tout permettant d'avoir une dynamique très positive. Alors, dans les projets qu'on a soutenus, alors il y en a un qui va être évoqué tout à l'heure par Sourou Meachi, donc je ne vais pas en parler, mais par exemple, on a eu un travail autour de tourisme et santé, aller-retour entre tourisme et santé, avec la problématique de l'analyse des problématiques de santé des populations, des actifs du tourisme, avec la question de tout ce qui est leurs conditions de travail, etc. Et on sait bien que pour les femmes de ménage, comme pour tous ces personnels de service, il y a des vraies problématiques de santé, donc qui a été piloté par un géographe de la santé qui s'appelle Sébastien Fleuret, et qui, dans sa démarche, qui a été à la fois sur le Maroc, le Mexique, mais aussi sur l'Afrique, a pris des contacts au Maroc avec une entreprise qui s'appelle Handimédic, donc spécialisée dans le déplacement de personnes en situation de grande difficulté, voire en fin de vie, avec ce voyage que l'on veut faire au pays, entre autres pour des personnes qui ont émigré du Maroc et qui, au moment de la fin de leur vie, souhaiteraient faire un dernier voyage au pays avant le dernier voyage, c'est le cas de le dire. Et donc, dans cette collaboration, ils ont développé une application pour essayer de proposer en effet une application très opérationnelle permettant à des gens en difficulté de pouvoir voyager. Donc c'était dans la suite d'un salon international de la santé qui s'était tenu à Agadir en 2017 ou 2018, où en effet un certain nombre de médecins m'avaient expliqué qu'ils étaient dans une vraie réflexion sur comment rendre possible des voyages pour des personnes avec de lourdes difficultés en termes de santé. Et là, un médecin m'avait parlé de comment aujourd'hui on réfléchissait et qu'on avait besoin de chercheurs pour réfléchir aux manières de faire voyager des gens qui avaient besoin de dialyse et leur permettre de faire leur dialyse n'importe où dans le monde et déjà au Maroc pour leur permettre de découvrir le Maroc. Donc là, il y a eu vraiment un partenariat entre un chercheur et une entreprise pour développer une application qui recense toutes les infos, tous les dispositifs nécessaires à ce type de voyage. Et donc, ils l'ont développé avec une structure angevine. Et puis, après, ils ont essayé de vendre cette application, mais le Covid est arrivé là-dessus. Et pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Un autre projet sur un autre type de partenariat recherche-entreprise, c'est un travail mené par deux collègues en ressources humaines, Gwenaël Greff et Dominique Perra, qui ont travaillé, alors tout particulièrement avec Air France, dans une volonté de réfléchir à la situation que traversait Air France suite à la scène à laquelle nous avons tous assisté via médias interposés, sur le DRH qui s'était fait arracher la chemise. Et donc, il y avait une volonté de la part de ses collègues de travailler un petit peu sur les discours qui avaient été proposés à l'époque par la direction et par les syndicats pour voir si à travers l'analyse textuelle, l'analyse de mots, en utilisant un certain nombre de logiciels, il était possible d'avoir une analyse qui était à la fois un diagnostic des discours qui permettait de déclencher toute une série d'actions ou de propositions. Et donc, ces collègues ont fait ce travail et le travail a été repris à la fois par la direction et par les syndicats qui s'en sont servis aussi pour pouvoir prendre conscience de tout ce qui avait été dit, parce qu'à un moment donné, il y a tellement de production de discours dans notre société qu'on ne s'arrive plus très bien à savoir qui a dit quoi et comment les choses ont évolué. Et donc là, elles avaient retracé un petit peu tout ça et elles étaient arrivées avec un certain nombre de propositions qui visiblement avaient contribué à, en tout cas peut-être pas régler le problème, mais à apporter des éléments et de renouer la discussion entre l'entreprise et les syndicats. Très bien. Merci Philippe pour avoir illustré avec d'autres exemples de recherche qui ont été accompagnés. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir des précisions. De toute façon, il y a un site qui devrait
être lancé. Donc, vous pourrez aussi retrouver, je pense, toutes ces informations sur le GIS, si ça vous intéresse. On va laisser désormais, donc, je vais demander à Suru Meachi, qui est donc maître de conférences en sciences et de gestion et du numérique à l'UFR Estua, donc la fac de tourisme, de présenter un projet dont a parlé tout à l'heure Philippe, qui l'a évoqué. C'est donc le projet Strat Explore. Donc, Suru, je vais te laisser peut-être la main sur le projet pour que tu puisses le présenter. Ok, d'accord. Du coup, tu m'entends, c'est bon? Tout est bon? Ok. Je vais essayer de mettre mon PowerPoint en espérant que... Ok. Ah, pardon. Qu'est-ce qu'il me fait? Allez, RFI, TIL, c'est bon. Voilà. C'est bon? Vous voyez le slide? C'est bon? On a le partage d'écran pour l'instant, mais on ne voit pas encore le PowerPoint. Ah. Pardon. On voit la souris qui se balade en dessous. RFI Strat Explore séminaire. Mais oui. Et vous ne voyez pas le... Non, on voit l'écran, on voit ton écran, ton bureau. D'accord. Bon, je vais relancer du coup. Excusez-moi. Alors, c'est parce qu'il n'est pas ouvert peut-être. Pourtant, je l'ai bien ouvert. Allez, je vais le relancer. Séminaire, il est là. Excusez-moi. Allez. Toujours pas? Si, c'est bon, on voit l'écran. D'accord, d'accord. En plein écran et ça sera bon. C'est bon, là, ça fonctionne. D'accord, ok. Je pense que je l'avais ouvert en 2 fois, c'est pour ça. Donc, excusez-moi pour ce petit... Donc, bonjour tout le monde. Comme Laure m'a déjà présenté, bon, je ne vais pas revenir voilà, sur ces éléments. Donc, je suis à l'ESTUA en tant qu'enseignant-chercheur. Et voilà, bon, je suis nommé depuis cette année, mais ça fait quelques années déjà que je travaille à l'ESTUA. Et effectivement, je suis chercheur au GRANEM. GRANEM, c'est le groupe de recherche en économie et gestion de l'Université d'Angers. Donc, bon, je suis collègue à Philippe Duhamel, bon, qui est en géographie, moi en sciences de gestion, mais nous sommes entièrement complémentaires et nous travaillons tous sur le tourisme. Même si nous ne venons pas des mêmes disciplines, finalement, c'est le tourisme qui nous réunit. Donc, je vais vous parler du projet Strat Explore, qui est un projet soutenu par Angers Tourisme Lab, donc dans le cadre du RFI. Et qui m'a permis de réaliser ma thèse entre 2015 et 2018. Donc, le projet Strat Explore, donc c'est mot en anglais, Strategy and Experience Linked to Hotels and Restaurants. C'est un projet qui a été porté par Sandra Camus, qui est professeure des universités à l'ESTUA et qui m'avait recruté en tant que doctorant, voilà, pour travailler sur le thème des perceptions et de l'acceptation des prix dynamiques, c'est-à-dire les prix liés au revenu management. Le projet Strat Explore, donc évidemment, ne concernait pas uniquement les prix ou le revenu management, mais concernait également les images numériques et leurs effets sur l'expérience, concernait également les questions de métiers et de trajectoires professionnelles dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Et la question centrale à laquelle on cherchait des réponses, c'était de comprendre comment les stratégies mises en œuvre par les professionnels, quel effet ces stratégies peuvent avoir sur l'expérience vécue par les touristes. C'est-à-dire, dans le tourisme, finalement, qu'est-ce qu'on cherche? Ce n'est pas juste consommer un service. Quand on va au restaurant, ce n'est pas juste consommer un produit, mais c'est quoi? C'est vivre une expérience. Quand on va dans un parc à thème, quand on va au Puy du Fou, quand on va dans un hôtel, finalement, ce sont des expériences que nous recherchons. Et derrière ces expériences, il y a des professionnels qui les produisent.
comment est-ce que ces professionnels utilisent leur stratégie pour créer ou produire de l'expérience. Et la tarification est un élément important de l'expérience parce que finalement, selon la perception, selon le prix que je vais payer, je n'attends pas les mêmes choses. Je n'attends pas le même service, je n'attends pas la même qualité, je n'attends pas les mêmes prestations selon que j'ai payé moins cher ou plus cher, selon que je considère que le prix est juste ou injuste. Et donc, moi, ma problématique de thèse était de répondre à ces questions en lien avec la tarification en temps réel, communément appelée revenu management. Donc, ma méthodologie de recherche a été de travailler à la fois avec des professionnels, mais également avec des consommateurs. Au niveau des professionnels, l'objectif était de comprendre les stratégies qu'ils mettent en place en matière de tarification dans le tourisme, puisque finalement, nous sommes tous confrontés aujourd'hui à cette variation tarifaire voilà, assez régulière. Il y a plus aucun secteur du tourisme, que ce soit les hôtels, même dans la restauration également dans certains pays, on utilise le revenu management. Donc, comment est-ce que voilà, ces professionnels utilisent ces stratégies et quels sont les effets sur les consommateurs? Donc, j'ai pu interroger un ensemble de professionnels. J'ai travaillé surtout avec des professionnels d'Angers, notamment du syndicat Destination Angers. Donc, ce syndicat regroupe tous les professionnels de l'hôtellerie d'Angers et 4 de ces professionnels ont répondu à mes sollicitations pour travailler avec moi sur tout mon parcours doctoral. Donc, pendant 3-4 ans, où voilà, j'avais régulièrement des réunions avec eux pour échanger sur leurs pratiques tarifaires. J'ai également eu l'occasion de travailler avec les revenu management, aussi bien dans le transport aérien que dans le domaine hôtelier. Et tous ces éléments m'ont permis finalement d'arriver à identifier les facteurs qui vont favoriser l'acceptabilité des prix basés sur le revenu management. Donc, j'ai pu également avoir l'occasion de faire quelques observations en France, en Espagne, aux États-Unis et en Allemagne, et en Italie, pardon. Et bien sûr, des études qualitatives aussi qui ont permis d'aller au-delà des simples statistiques pour travailler en profondeur avec des techniques qu'on appelle des incidents critiques, qui permettent par exemple d'interroger des gens, non pas uniquement sur la base des questionnaires semi-directifs, mais de leur laisser vraiment le temps, 1 heure, 2 heures, de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, par exemple quand ils réservent un hôtel sur un site internet où d'une minute à l'autre ou d'un moment à l'autre, les prix changent. Donc, tout ce travail à la fois exploratoire et en profondeur m'a permis finalement d'arriver à des conclusions assez intéressantes que je présenterai tout à l'heure. Donc, pour confirmer ces conclusions, il m'a fallu également travailler avec des échantillons beaucoup plus importants. Et grâce à l'aide de Angers Tourisme Lab, évidemment, j'ai pu financer certaines études en faisant appel à des cabinets de collecte de données. Sinon, personnellement, c'était un peu plus compliqué, difficile de pouvoir collecter des données jusqu'à 300, jusqu'à 600 personnes. Donc, le travail confirmatoire a été réalisé effectivement en utilisant la méthode qu'on appelle les méthodes expérimentales, c'est-à-dire en mettant en situation, entre guillemets, réelle, des scénarios tarifaires pour pouvoir mesurer les perceptions et les effets sur le comportement de consommation. Donc, tout ce travail à la fois exploratoire et confirmatoire à travers des études qualitatives, mais également des études quantitatives, m'ont permis d'arriver à des résultats précis. Donc, les premiers résultats basés sur le travail exploratoire, donc des données qualitatives, tout à l'heure Philippe en parlait également, donc ont été analysés avec des méthodes qu'on appelle la lexicométrie, donc l'analyse par logiciel, par des techniques statistiques, mais basées sur des données qualitatives. Donc, nous voyons effectivement que quand on interroge les gens sur leur perception de la tarification par le revenu management, il y a
4 éléments principaux qui sortent. Donc, un sentiment d'injustice, parce qu'on se pose la question, pourquoi ces prix varient tout le temps? Pourquoi il y a une variation tarifaire alors que le service est le même, alors que la chambre d'hôtel, finalement, c'est la même chambre? Pourquoi d'un jour à l'autre, il y a des changements? Donc, les gens ressentent une certaine injustice. On voit également que le coût et la qualité, c'est-à-dire le rapport coût-bénéfice, joue également un rôle. Là, on est sur une dimension de l'ordre cognitif. Mais également, il y a également des affects, c'est-à-dire spontanément, on se sent un peu, voilà, on peut ressentir de la colère par rapport à un prix. On espérait réserver son hôtel à, je ne sais pas, 50 €, et juste 2 heures après, on voit que le prix est passé de 50 à 70 ou à 90 €, voire même le double. Donc, tout cela entraîne également des émotions très négatives. Et très souvent, derrière, effectivement, les consommateurs vont tenter de mettre des stratégies pour contourner, ce qu'on appelle des stratégies de contournement, pour contourner ces pratiques. En faisant quoi? Par exemple, en allant chez Airbnb, ou tout simplement en, je sais pas, répandant des, voilà, des informations négatives sur les réseaux sociaux, et voilà, ou dans leur réseau personnel. Ce qui peut constituer quoi? Des effets contre-productifs, c'est-à-dire des effets très néfastes pour les entreprises. Et pour les grosses entreprises, peut-être, voilà, elles ne le ressentent pas, mais pour les petites entreprises qui s'engagent dans cette pratique, ça peut être très préjudiciable. Donc, l'objectif finalement, c'est d'arriver à comprendre déjà le phénomène pour pouvoir peut-être proposer des solutions. Donc, notre travail statistique a permis finalement de sortir 3 grandes dimensions des perceptions liées au revenu management. Donc, des perceptions de nature cognitive, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec les normes. On est habitué aux normes, on sait qu'un prix est lié à un coût, c'est-à-dire on fixe un prix sur la base des coûts et éventuellement une marge qu'on va ajouter. Mais dans le revenu management, on se rend compte que les consommateurs se rendent compte que, mais finalement, voilà, il y a des variations qui ne sont pas justifiées. Et d'autre part, la transparence, il y a un manque d'information également sur ces pratiques. Donc, tous ces éléments, voilà, constituent finalement le fondement même ou la base de l'injustice qui est perçue à l'égard du revenu management. Donc, ce travail, ces résultats ont été confirmés grâce aux études beaucoup plus poussées à travers des méthodes quantitatives. Donc, et nous avons pu modéliser les 3 dimensions, donc cognitive, affective et relationnelle, dans un modèle statistique qu'on appelle des modèles PLS. Bon, je ne vais pas aller dans les techniques. Mais quel est l'objectif final par rapport aux entreprises, aux PME, aux TPE? C'est d'arriver à leur montrer que finalement, en mettant en place des stratégies de revenu management, il ne faut pas se limiter sur des pratiques conventionnelles ou traditionnelles qui consistent tout simplement à étudier l'offre et la demande. Quand la demande est plus forte que l'offre, on augmente les prix et inversement. Mais de tenir compte également de la dimension perceptuelle, de prendre en compte la dimension, entre guillemets, normative. Par exemple, il y a des normes dans la société, par la transparence, l'équité. Ces éléments doivent également être pris en compte dans les stratégies de tarification. Et donc, ce travail, comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans une stratégie d'entreprise? Pour les grosses entreprises qui utilisent des gros logiciels, effectivement, il y a moyen de transformer voilà, ces données voilà, en algorithmes qui pourront effectivement pondérer certaines pratiques tarifaires pour que, en situation de perception d'injustice, que l'algorithme puisse soit capable d'identifier les situations de risque pour pouvoir adapter l'offre ou rien que l'information, adapter l'information pour que le consommateur comprenne pourquoi il paie plus cher ou moins cher. Mais pour des petites entreprises qui n'ont pas les moyens d'investir dans ces logiciels, nous avons également essayé de mettre au point un petit guide d'informations sur les pratiques tarifaires qui peuvent être perçues comme équitables, justes et transparentes. Donc, ce travail, on a voulu le faire avec la CCI l'année dernière, mais comme tout le monde, on a été voilà, impacté par
le Covid et le travail n'a pas encore pu se réaliser, mais l'objectif est effectivement de mieux informer les professionnels, surtout des petites et moyennes entreprises, comment pratiquer le revenu management en restant dans une approche positive qui sera plus acceptable par les consommateurs. Donc, en termes d'implication managériale, c'est effectivement de développer davantage la valeur de l'offre ou le prix, faire une tarification en fonction de la valeur de l'offre et non pas tout simplement en fonction des variables environnementales, comme parce qu'il y a le salon du végétal à Angers, donc on augmente les prix sans forcément faire en sorte que le consommateur comprenne effectivement qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il perd dans cette affaire. Mais également développer des outils qui permettraient d'être plus transparents sur ces pratiques tarifaires. Parce que nous considérons que, si une petite entreprise, une PME qui n'a pas les moyens de grands groupes comme Air France ou comme la SNCF ou comme le groupe Accor, utilise des stratégies basées sur l'équité, sur la transparence, sur la valeur de l'offre, elle sera beaucoup plus compétitive. Ça lui donnera un avantage comparatif ou compétitif par rapport à un grand groupe qui finalement reste un peu sur des approches plus traditionnelles. Mais également en termes de recherche et développement, comme je l'ai déjà dit, on peut à partir des résultats que nous avons obtenus aller vers une modélisation d'algorithmes qui permettrait effectivement d'adapter les prix en tenant compte aussi de la dimension normative, de la dimension transparente, de la dimension justice. Donc, ce travail, effectivement, ma thèse a duré 4 ans, donc je ne vais pas vous détailler toute la thèse, mais tous les outils que nous avons pu développer, aujourd'hui, nous espérons que nous pourrions effectivement travailler avec des petites entreprises, des startups, pour pouvoir effectivement continuer ce travail d'intégration des données ou des résultats d'une recherche académique la transférer vers un travail de recherche et développement pour aider les entreprises et en particulier les petites et moyennes entreprises. Bon, pour passer très rapidement, l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de présenter le projet StratExplore, mais je peux dire aussi que ce projet m'a permis un peu d'aller vers de nouveaux projets qui ont notamment un projet que nous appelons REV-PME, Revenu Management pour les petites et moyennes entreprises, qui est actuellement financé par la Maison des sciences de l'homme de Nantes, dans le but de continuer cette recherche sur la perception et l'acceptabilité du revenu management, mais également sur l'intégration entre le digital et le revenu management dans les petites entreprises. Donc, ce travail aussi nous amène actuellement avec un autre chercheur de l'Université d'Angers qui est en informatique à travailler sur une question de la recommandation par intelligence artificielle. Donc, c'est une autre approche qui n'est pas, c'est pas du revenu management direct, mais nous voulons essayer de mettre un peu l'intelligence artificielle également dans la pratique du revenu management, mais également de la recommandation des entreprises du tourisme et de la culture. Et donc, l'objectif, c'est un peu de développer avec Angers Technopole cette partie sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans la pratique du revenu management, mais également dans la pratique de recommandation des petites entreprises, notamment du tourisme et de la culture. Donc, ce projet va être déposé dans le cadre de l'appel à projet maturation, mais en tant que nouveau maître de conférence, je l'ai également déposé dans le cadre du projet Pulsar. Et donc, mon objectif, c'est de pouvoir trouver des PME, des petites entreprises qui sont intéressées par ces questions-là, les questions du revenu management dans le tourisme, les questions du numérique, les questions peut-être de l'intelligence artificielle également, pour pouvoir travailler avec eux et développer soit des applications ou tout simplement des modèles stratégiques pour développer les activités du tourisme, notamment après le Covid. Oui. Voilà un peu pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur mes travaux de recherche. Je vous remercie. Alors, c'est bon, Laure? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Exactement. Peut-être une question par rapport à la présentation.
Est-ce que tu peux expliquer comment en fait, vous mesurez les émotions? Je parlais des émotions tout à l'heure, de la colère qui peut être ressentie ou peut-être de l'injustice. Oui. Comment vous mesurez tout ça? Voilà, donc comme je l'ai dit, dans notre phase exploratoire, l'objectif était d'utiliser une technique qui date des années 50, qu'on appelle la méthode des incidents critiques. Donc, qui permet de mettre les gens en situation, ou soit devant un scénario, ou tout simplement de leur laisser la liberté. Et nous, on a fait le choix, moi j'ai fait le choix de laisser les gens, je leur posais la question tout simplement, quand vous réservez un hôtel et que vous constatez que les prix varient, par exemple, vous avez vu un prix la veille, le soir, le lendemain, vous attendiez de discuter avec, je ne sais pas, vos enfants, votre mari, vos amis avant de réserver, et vous voyez que le prix a augmenté de 30%. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il y a des gens qui ont dit, voilà, en 10 minutes, ont expliqué ce qu'ils ressentent, d'autres ont mis 2 heures pour expliquer les situations, donner des exemples où ils ont eu l'impression d'être pris pour des pigeons, ils ont eu le sentiment d'être pris pour dupe, ils ont eu le sentiment d'être, voilà. Donc, ce sont finalement, les gens sortaient des mots eux-mêmes. Mais comme c'est dans un discours, quand on a quelqu'un qui parle pendant une heure, voilà, c'est difficile d'identifier ou en lisant, voilà. Moi, j'ai enregistré des choses. Après, ça a été transcrit. Et grâce à un logiciel qu'on appelle Iramutech, et aujourd'hui, j'utilise aussi un logiciel sur R, basé sur le logiciel R, je ne sais pas, pour certains le connaissent. Donc, j'ai pu effectivement identifier les grandes dimensions. Il y a des analyses statistiques derrière, ça sort des mots, des tests de QID, et ainsi de suite. Et à partir de là, donc, en partant d'un corpus d'environ 300 pages, j'ai réussi à sortir 3 grosses dimensions des perceptions des prix. Et dans ces 3 grosses dimensions, la partie émotionnelle, effectivement, était représentée par des mots comme colère, voilà, fâché, je suis, voilà. Donc, tous ces mots ressortaient clairement avec des indicateurs statistiques qui me permettaient de voir quel est le poids que représentait. Par exemple, le mot colère. Au départ, je pensais que le mot colère serait le mot le plus, voilà, mais finalement, je me suis rendu compte que non. En tout cas, les statistiques montraient que finalement, ce n'est pas la colère qui, voilà, mais c'est la déception. Même parfois, c'est le sentiment un peu de culpabilité, de n'avoir pas su saisir l'opportunité ou de n'avoir pas réservé au bon moment des choses comme ça. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à les mesurer exactement. Oui. Et du coup, après, une fois que j'ai eu ces données, je les ai représentées aux répondants dans le cadre d'un questionnaire en disant est-ce que, voilà, par un scénario, donc si vous vous retrouvez dans telle situation, est-ce que vous direz que c'est juste ou ce n'est pas juste? Est-ce que vous ressentirez en colère ou pas? Est-ce que vous penserez que vous n'avez pas eu raison de réserver ou pas? Et donc, c'est grâce à ce processus que j'ai pu mesurer les émotions, les sentiments, et ainsi de suite. Exactement. Ok. Ouais. Maintenant, l'objectif, c'est d'arriver à traduire ces émotions sous forme d'algorithme qu'un logiciel de réservation pourrait reconnaître en disant, voilà, par exemple, sur mon site Internet où voilà, pourquoi les gens mettent tel ou tel avis. Dans l'avis, par exemple, si j'ai 50 avis, dans les 50 avis, comment est-ce que mon logiciel, sans attendre qu'un stagiaire ou un cabinet vienne faire l'étude, comment est-ce que mon algorithme peut lui-même déjà identifier que sur le mois de janvier, il y a eu 80% de mécontents par rapport à, voilà, où il y a eu 80% de satisfaction, quoi, exactement. Donc, c'est d'arriver à travailler ça, automatiser ça sous forme d'intelligence artificielle plutôt que, voilà, ce qui va réduire le travail humain. Donc, et comme on le sait, effectivement, on fait plus d'erreurs quand on le fait à la main que si on utilise un outil bien formaté. Ouais. Ouais. Ok, très bien, merci Sourou. Juste une dernière question de Robin Lelièvre de SkySup. Oui. Est-ce que cela veut dire que chaque internaute aura un prix personnalisé?
si on arrive à travailler sur cette intelligence artificielle finalement? Exactement. Bon, ça, c'est derrière aussi, oui, on peut arriver à ce niveau-là, mais encore une fois, moi, voilà, on fait des recherches académiques, hein, universitaires, on n'est pas là juste pour encourager, voilà, la rentabilité des entreprises en oubliant l'humain. Mais l'objectif, c'est, oui, peut-être, on peut arriver à une personnalisation très, très fine des prix, mais voilà, sous réserve de ne pas créer de la discrimination tarifaire. Si c'est justifié que quelqu'un, je ne sais pas, un homme d'affaires qui a un contrat de 1 million d'euros à signer, a besoin de prendre l'avion tout de suite. Effectivement, s'il est prêt à payer 3 000 euros et qu'à côté, l'étudiant qui n'a pas les moyens peut se permettre de laisser sa place à l'homme d'affaires. Donc, quelque part, il y a une certaine équité. Voilà, l'étudiant, voilà, retarde son voyage et en contrepartie paie moins cher. Et l'homme d'affaires qui a absolument besoin de la place, voilà, paie un peu plus cher, mais pour pouvoir aller signer son contrat d'1 million d'euros. Donc, chacun trouve son compte. Si on est dans cette logique, oui, on peut personnaliser les prix. Oui. Et techniquement, c'est faisable. Maintenant, voilà, c'est d'arriver, c'est ça l'objectif de la recherche, c'est d'arriver à identifier vraiment les éléments qui permettent de personnaliser tout en restant juste. Ok, oui, donc, parce que Robin rebondissait en disant, donc les gens de bonne humeur paieront plus cher. Exactement, pourquoi pas, oui, c'est ça. Ok, bon, bah merci en tout cas, Soumou, pour ces précisions. D'accord. On va laisser Anna. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres questions avant pour Soumou. S'il y a d'autres questions, je suis là pour tout. Moi, j'en ai une petite. Oui. Juste, vous avez parlé du projet Pulsar. C'est Oui. quoi exactement projet Pulsar, c'est spécifique, je crois, à la région des Pays de la Loire, l'Université de l'Ouest. Donc, quand on est recruté en tant que nouveau maître de conférence ou nouveau enseignant-chercheur, on bénéficie d'un accompagnement. Donc, pour pouvoir voilà, commencer sa recherche, donc on postule et si on est pris, donc on peut avoir un financement en termes pécuniaires, mais également un accompagnement par un enseignant-chercheur expérimenté qui nous aide dans notre, voilà, si on a des questions sur, voilà, pour répondre à d'autres appels à projets, ainsi de suite. Oui, exactement. D'accord. Et sur les hôtels qui ont collaboré avec vous sur votre thèse, est-ce qu'ils ont concrètement changé un peu leur pratique? C'est ce que je disais, effectivement, moi j'ai soutenu ma thèse en juillet 2019 et on a commencé à travailler avec Angers Tourisme là-bas avec Philippe Broy, donc j'avais rédigé un manuel pratique pour pouvoir effectivement, et on devait organiser un séminaire à la CCI d'Angers pour pouvoir échanger sur cet outil. Donc comme ça, avant de le mettre en œuvre, et malheureusement, voilà, c'était en avril 2020 qu'on devait le faire dans le cadre des rendez-vous de l'hôtellerie. Et malheureusement, voilà. Oui, la période exactement, oui. propice à la réflexion sur ce sujet. Mais... Okay. On espère que à l'ouverture, voilà, j'espère qu'on pourra revenir là-dessus pour pouvoir mettre vraiment en œuvre. Oui. Mais oui, je pense que, voilà, l'objectif des hôteliers, c'était vraiment d'adapter, de pratiquer, d'utiliser cet outil, oui, exactement. En tout cas, ce modèle, oui. Ok. Très bien, quand ça sera possible, nous, notre partenaire, je pense, Paris Sign Group sera intéressé de participer à ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une autre question ou j'enchaîne? En attendant, Oui, vous peut-être, si vous voulez. Je charge ma presse et en attendant, s'il y a une question, c'est possible. N'hésitez pas à la poser ou même à lever la main et si vous avez une question à poser par rapport au projet de Stratexport. Oui, Jason as the guest, bonjour. Bonjour. Je serais intéressé effectivement de l'usage pratique des recommandations qui sont faites auprès des hôteliers parce que j'ai l'impression que là, on regarde, effectivement, je suis d'accord avec l'analyse qui est faite et sur le sentiment d'injustice de la part des voyageurs. Oui. Par contre, cette analyse-là ne porte que sur les intérêts propres aux voyageurs. L'intérêt de l'hôtelier restera toujours à optimiser ses revenus. Oui. Ils ont des indicateurs pour ça, de RevPAR, TRevPAR, donc ils sont toujours dans un souci d'optimisation. Oui.
Et donc, j'ai l'impression que cette analyse-là, qui est uniquement orientée voyageurs-consommateurs, est contraire aux intérêts, donc divergent aux intérêts des hôteliers. Oui. Et je ne crois pas trop, en fait, à la mise en pratique d'une baisse des prix lorsqu'il y a un salon ou un événement qui a lieu à proximité de l'hôtel. Oui. Quel serait l'intérêt pour l'hôtelier de perdre, par exemple, 30 ou 40% du revenu qu'il aurait pu toucher sur l'intégralité de son hôtel? Oui. En fait, oui, vous faites bien de le dire. Moi, je suis pas, j'aime pas employer les termes techniques pour ne pas, voilà, parce que ce n'est pas l'objectif. Effectivement, que ce soit les questions de RevPAR, de TRevPAR, voilà. Moi, je travaille un peu avec des outils un peu plus complexes qui s'appellent les RMS. Je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est modèle EMSR. Donc, ce qui sont des modèles vraiment à la base appliqués dans l'aérien, mais qui sont aujourd'hui appliqués dans l'hôtellerie également. Ces algorithmes permettent aux hôteliers, effectivement, oui, d'optimiser leur chiffre d'affaires en identifiant les opportunités voilà, qui leur permettent d'augmenter le prix. Mais moi, ce que je veux montrer, c'est de dire que oui, ces outils de base, RevPAR et autres, sont importants, mais ils sont trop orientés quantitatifs. C'est-à-dire, on regarde que le chiffre, on regarde que, effectivement, combien je peux, voilà, mais en oubliant qu'à long terme, sur une stratégie à long terme, ça peut se retourner contre nous, surtout quand on est une petite entreprise. Pour les grands groupes, bon, ils ont toujours les moyens de rebondir. Comme je l'ai dit, ma thèse est très orientée PME. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'une PME qui n'a pas les moyens du groupe Accor, qui n'a pas les moyens de Air France, qui n'a pas les moyens de la SNCF, peut également faire du revenu management en restant proche de l'humain. Donc, en se basant sur quoi? Sur la transparence de ces prix. Donc, comment est-ce que c'est d'arriver à voir que, par exemple, si j'ai compris que le sentiment d'injustice n'est pas lié seulement au fait que le prix soit différent, mais c'est au fait qu'il manque d'informations, qu'il manque de transparence. Donc, je vais essayer de mettre en place une stratégie de communication ou d'information qui permet à mes clients de comprendre pourquoi mes prix peuvent varier. L'objectif n'est pas de dire aux entreprises de ne pas faire du revenu management ou de ne pas varier les prix, mais de trouver des moyens qui permettent aux consommateurs de considérer que cette prix dans certaines conditions est pratique, est éthique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu comme, voilà, des fois, on critique, je ne sais pas, Nike ou tout ça parce qu'ils fabriquent leurs chaussures voilà, en Inde ou en Chine avec des enfants. Donc, voilà, une entreprise qui se veut éthique dans l'habillement va chercher à faire autrement que ce que fait Nike. Donc, c'est exactement ce que moi, je veux que les PME comprennent, oui, exactement. Oui, bien sûr. Parce que j'ai pu constater effectivement, de par notre activité, que tous les hôteliers qui pratiquent le revenu management ont tous le même comportement en réalité. C'est ça. C'est optimiser ses revenus dès qu'un événement a lieu à proximité de l'hôtel, ou bien dès que la demande est très forte. On s'est rendu compte à l'été 2020, comme les voyageurs n'ont pu se déplacer qu'en France, qu'il y a eu une explosion des prix sur tout le littoral français. Exactement. Voilà. Et les hôteliers, quelque part, ils sont là aussi pour défendre leurs intérêts. C'est qu'ils ont une grosse perte de revenus sur toute l'année 2020. Donc pour eux, c'était le moment aussi de récupérer un peu de cash pour assurer la pérennité de leur entreprise. Oui. Mais est-ce que, voilà, on va être seulement dans cette logique tout simplement à tout va, quand je sais que absolument je peux vendre, parce qu'il y a des hôtels qui sont passés parfois de, je sais pas, 80 € la nuit à quasiment 1200 € la nuit pour la même chambre. Donc là, effectivement, est-ce que la question d'éthique ne se pose pas? C'est là où c'est ce que, exactement. Donc, c'est aussi de se dire dans quelle économie on veut, voilà, développer notre entreprise, quoi, exactement, oui. Bien sûr. Merci. Merci. Oui. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Donc là, justement, je pense qu'on a eu un bon aperçu avec les intervenants de ce que peut être de travailler sur des projets de R&D. Peut-être que les personnes présentes se disent « Ah, pourquoi pas moi? Peut-être que j'ai une idée de projet. » Et aussi, donc, souvent, on se demande après comment on peut financer ce projet de R&D. Donc moi, je vais vous faire juste une petite introduction, parce que c'est un sujet assez complexe, sur les possibilités d'aide publique directe et indirecte liées à la recherche. Et à chaque fois, pour les deux catégories, le lien avec les collaborations possibles avec des laboratoires de recherche publique.
Donc, pourquoi moi je distingue direct et indirect? C'est assez important parce qu'en fait, elles n'ont pas forcément les mêmes modalités et elles n'ont pas forcément aussi le même moment d'intervention. Donc, quand on parle de financement direct, c'est souvent des subventions ou des aides remboursables, type classique BPI par exemple, ou il y en a plein d'autres, et qui vont intervenir au moment où vous vous lancez dans votre projet. Donc, par exemple, vous avez un projet de R&D, vous savez que vous allez commencer dans 2-3 mois, vous vous dites, je vais déposer un dossier de demande de financement. Et là, si le dossier est accepté, l'organisme qui vous finance va vous donner une partie assez importante du financement au début du projet et une autre partie à la fin quand vous avez fini. Donc, vous avez relativement peu, en tout cas, d'avance de trésorerie à faire. Par contre, les financements indirects, c'est le contraire. C'est le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation ou même jeune entreprise innovante, ça dépend des avantages. Mais en gros, surtout CIR-CI, c'est des interventions après avoir effectué le projet. Donc, on va vous rembourser une partie de vos dépenses de recherche ou d'innovation, mais une fois que vous avez fini le projet globalement, ou en tout cas à la fin de votre exercice fiscal, au moment où vous déclarez vos impôts. Et donc là, vous avez l'ensemble des dépenses à avancer sur le projet. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère les distinguer, même si elles peuvent être quand même liées. Donc, sur les aides directes, je vais vous donner juste quelques petits exemples qui sont assez connus sur les aides courantes à la R&D. Mais il faut savoir qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, en fonction de l'endroit où vous habitez, de votre activité, ça peut vraiment varier. Mais en gros, quand vous vous lancez dans la R&D ou l'innovation, il y a, par exemple, il y a un diagnostic innovation de la BPI qui est possible pour les premières petites dépenses de R&D. Après, on a tout ce qui est assez connu comme Bourse French Tech, PIAP, qui est un dispositif très spécifique aux incubateurs de la ville de Paris, et Innovop Faisabilité, qui est aussi une subvention qui est jusqu'à 30 000 €. Donc ça, c'est des dispositifs assez classiques quand vous vous lancez dans un projet de R&D. Et après, on a aussi des subventions ou des aides remboursables qui sont un peu plus importantes. Là, j'ai mis quelques noms. Il y a vraiment tout sur le site de la BPI ou le site de votre région. Et il faut savoir que par contre, ce n'est pas que des subventions. Donc, il y a des parties où on va effectivement vous donner de l'argent en subvention pour des projets. Et il y a des parties, c'est des avances remboursables, où vous allez rembourser votre avance. C'est un peu comme un prêt, sauf que ce n'est pas les mêmes modalités de remboursement. Et parfois même, on peut ne pas rembourser une certaine partie si le projet a été un échec pour une raison ou pour une autre. Donc ça, c'est des aides assez courantes. Et il y en a d'autres un peu moins connues qui sont délivrées par d'autres organismes. Par exemple, la DGE qui peut soutenir des projets industriels et de R&D assez lourds. On a bien sûr l'ANR qui est Agence nationale de la recherche qui a des appels à projets réguliers. On a l'ADEME si vous avez un projet en lien avec l'environnement qui peut être intéressant. Aussi le ministère de la Défense qui a des dispositifs de financement assez importants. Et puis bien sûr, donc, comme j'ai dit, des subventions vraiment régionales qui sont propres à votre région, donc il faut les regarder souvent sur le site de la région. Il y a divers appels à projets, il y a les financements européens aussi. Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est vrai que c'est assez complexe pour le financement européen, c'est assez particulier, mais c'est aussi possible quand vous vous lancez dans la R&D d'aller chercher sur ce côté. Sur les caractéristiques des aides publiques à l'innovation, elles ont toutes un peu les mêmes caractéristiques. Elles sont limitées, incitatives et pour la croissance. Limitées parce que elles sont quasi toutes limitées à vos fonds propres. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez pas financer plus que les fonds propres ou quasi-fonds propres que vous avez dans votre entreprise au moment où vous faites votre demande d'aide. C'est pour ça que c'est souvent assez intéressant d'aller chercher des subventions quand vous venez de faire, par exemple, une levée de fonds. Et elles vont jamais ou très rarement pouvoir vous financer plus de 50% de votre projet, du montant, du budget du projet de recherche que vous avez mis en place. Donc forcément, il y a souvent de l'investissement privé qui est lié. On ne peut pas vraiment cumuler aussi les aides, plusieurs aides publiques sur le même projet. En tout cas, c'est très rare. Et si vous faites c'est lié donc à la recherche ou à l'innovation, vous devez prendre en compte ces aides-là quand vous allez calculer votre CIR et votre CI. Je reparlerai un petit peu après. Mais en tout cas, c'est lié et ça va forcément vous diminuer votre CIR si vous avez une aide importante, une subvention ou une aide remboursable importante sur le même projet. Donc incitative, parce que justement, elle favorise les dépenses qui sont liées aux organismes de recherche publics. Et aussi incitative parce qu'elles vont vous pousser aussi à avoir accès au financement privé pour cofinancer des projets de recherche.
Et aussi, pour finir, pour la croissance, puisque ces aides favorisent les projets qui mettent en avant une volonté plutôt réaliste de conquérir des nouveaux marchés. Donc en gros, vraiment, ce qui est très important de comprendre, c'est que souvent, la plupart du temps, on va dire, sauf par exemple le PIA ou des choses comme ça, c'est 1 euro public pour 1 euro de fonds propres investis de votre côté. Ça, c'est pour les aides directes, donc pas pour le CIR, CI, etc. Donc, le lien entre toutes ces aides directes dont j'ai parlé et le laboratoire de recherche, c'est que en fait, vous êtes encouragé à travailler avec des labos de différentes façons. Il y a plein de modalités de collaboration différentes. Je pense que les personnes qui sont ici issues de la recherche pourront mieux en parler que moi, mais on va dire que les 3 plus connus, c'est donc de recruter des jeunes chercheurs en interne, de lancer des thèses en interne CIFRE et de collaborer avec des laboratoires de recherche, par exemple, en leur commandant des prestations de services et en prenant ces factures pour, dans votre budget de demande d'aide, par exemple. Et en fait, peu importe, ce qui est important de savoir, c'est que vraiment, peu importe le mode de collaboration, c'est quand même vraiment un avantage si vous voulez aller vers des financements publics, puisque les différents organismes se disent, bah, si vous collaborez avec un laboratoire de recherche, c'est que vraiment vous faites de la recherche, parce que souvent c'est une question quand même. Et même parfois, dans certains dispositifs, c'est presque un prérequis. Il y a des concours comme eLab qui, enfin, c'est pas forcément explicite, mais j'ai l'impression que 90% des lauréats collaborent vraiment avec un laboratoire de recherche, et donc c'est extrêmement avantageux de le faire. Donc en gros, toutes les dépenses que vous pouvez engager parce que vous collaborez avec des laboratoires, avec la recherche publique, des laboratoires ou avec jeunes chercheurs, etc., vous pouvez vous faire financer 50% de ces dépenses-là. Je vais enchaîner donc avec les aides indirectes, donc fiscales. Alors, pour les aides indirectes, c'est un peu plus complexe. Pour cela, on est un petit peu obligé de séparer ce qui relève de l'innovation et ce qui relève de la R&D, donc recherche et développement, puisque c'est ça qui va vous faire choisir, on va dire, entre le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation, qui sont 2 dispositifs qui marchent de la même façon, mais les dépenses ne sont pas éligibles forcément aux 2, et notamment pour le crédit impôt recherche, c'est quand même assez restrictif. Donc pour le crédit impôt recherche, pour la R&D, il faut vraiment prendre comme référence le monde scientifique, l'état de l'art académique, et voir si vous allez travailler sur un sujet pour améliorer l'état de l'art qui existe sur un secteur. Et l'innovation, c'est un petit peu différent, puisque là, on prend vraiment l'état du marché et le monde économique. Est-ce que vous apportez un nouveau produit ou un produit amélioré d'une certaine façon par rapport aux produits qui existent sur votre marché? Donc voilà, c'est assez rapide, donc après vous me poserez des questions si vous voulez. Mais bon, ça peut être aussi un débat parfois, c'est pas forcément hyper simple pour certaines entreprises et startups de bien comprendre où elles peuvent aller. Donc les crédits d'impôt, donc CIR, CI, crédit impôt recherche, crédit impôt innovation. Globalement, crédit impôt innovation, les dépenses éligibles, c'est les dépenses pour concevoir un nouveau produit ou améliorer un produit en termes de performance, fonctionnalité, ergonomie, éco-conception, et par rapport à ce qui existe sur le marché. Et le crédit impôt recherche, là, c'est plus de voir si vous avez, parce que on parle du passé, hein, on fait son crédit d'impôt recherche ou innovation à la fin de son exercice, donc quand on déclare ses impôts. Donc si vous avez travaillé à la levée d'une incertitude ou d'un verrou technologique et que vous avez engagé des travaux de recherche vraiment sur un sujet. Donc bien sûr, je précise, et on est ici sur la recherche dans le tourisme, donc la recherche, l'innovation, c'est pas juste tech, bien sûr, ça je pense que vous l'avez compris, mais c'est aussi sciences humaines, sociales, économiques, et même pour le crédit impôt recherche. Souvent, c'est connu pour être, on pense que c'est forcément extrêmement technologique, mais pas forcément. Sur les dépenses éligibles, en fait, donc en gros, à la fin de votre exercice, vous vous dites, bon, l'année dernière, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait des dépenses de recherche, des dépenses d'innovation? Vous voyez dans quoi vous pouvez être éligible. Et moi, je vais me concentrer plus sur le crédit impôt recherche aujourd'hui. Et en gros, vous faites une assiette de dépenses. Et là, vous pouvez prendre, en fonction du CIR-CI, c'est un tout petit peu différent, mais c'est relativement quand même commun, comme vous voyez sur le slide. Donc, vous pouvez prendre toutes vos dépenses de personnel, donc vos salaires,
Après, vous pouvez aussi prendre des dotations aux amortissements de certains matériels. Vous avez aussi des frais de fonctionnement par rapport au salaire que vous pouvez rajouter par rapport au matériel aussi. Des frais de sous-traitance seulement de sociétés qui sont agréées au titre du crédit impôt recherche ou du crédit impôt innovation, mais on verra que les laboratoires de recherche sont automatiquement agréés. Et après, il y a des choses sur les brevets, sur la veille, etc., qui peuvent être aussi réalisées. Ça, vous faites cette assiette-là. Et après, surtout, vous allez enlever toutes les subventions et les avances remboursables que vous avez pu avoir sur le projet que vous avez fait, parce que justement, l'État ne va pas financer 2 fois le même projet de recherche, ce qui est logique. Et là, une fois que vous avez fait ça, pour le crédit impôt recherche, vous prenez 30% de cette assiette. Et ça, vous allez vous le faire ou rembourser si vous n'avez pas d'impôt sur les sociétés. Et souvent, les startups qui sont ici ne payent pas d'impôt au début, en tout cas. Et donc là, dans ce cas-là, on vous fait un chèque. En fait, l'État vous fait un chèque. C'est comme une subvention. Soit vous allez l'enlever de votre impôt sur les sociétés si vous en payez. Après, il y a d'autres critères à respecter, mais je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. C'est vraiment une petite intro. Et pour le crédit impôt innovation, c'est la même chose, mais c'est juste que c'est 20%, donc un petit peu moins avantageux. Alors justement, quand on fait du crédit impôt recherche, quel est le lien avec les laboratoires publics? Il y a plusieurs possibilités, plusieurs liens. Donc le premier, c'est que les collaborations avec un laboratoire public, si vous achetez des prestations à un laboratoire public, par exemple, vous voulez travailler sur le revenu management, et là, vous allez voir Sourou, vous allez peut-être lui acheter une prestation, travailler avec lui sur quelque chose, et cette facture-là, vous pouvez la multiplier par 2 pour la mettre dans votre assiette de crédit impôt recherche. Donc, c'est vraiment extrêmement avantageux. Le deuxième avantage, c'est quand vous recrutez un jeune chercheur. Donc là, les salaires des jeunes chercheurs sont multipliés par 2 dans l'assiette du crédit impôt recherche les 24 premiers mois de leur recrutement. Si c'est un CDI et si votre effectif de recherche de votre entreprise n'a pas baissé, donc ou stable ou augmente par rapport à l'année d'avant. Et en plus, vous avez des frais de fonctionnement qui, au lieu d'être 50%, sont à 200%. Donc, c'est vraiment très, très, très avantageux. C'est assez connu un peu des startups, mais je pense qu'il y avait aussi la collaboration avec les laboratoires, les factures, c'est un petit peu moins connu. Et bien sûr, il y a le test CIFRE. Alors, je suis pas vraiment spécialiste des tests CIFRE, mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a une prise en charge d'une partie des salaires par l'ANR et l'autre partie du salaire va rentrer dans le CIRE. Donc, pareil, vous allez vous faire rembourser une partie. Donc, ça reste aussi très avantageux. Après, c'est aussi un investissement parce qu'il faut accompagner un thésard pendant plusieurs années. Donc, voilà, il faut aussi évaluer ça bien avant de s'engager. Donc ça, c'était vraiment crédit impôt recherche innovation. Pour le jeune entreprise innovante, je vous le dis rapidement parce que comme ça, vous le savez, mais c'est moins lié au laboratoire de recherche. Le jeune entreprise innovante, c'est un statut qui est extrêmement intéressant parce que vous avez une exonération partielle des charges patronales et une exonération de votre impôt sur les sociétés à 100% sur le premier exercice bénéficiaire et 50% le deuxième. L'exonération partielle des charges patronales, elle est vraiment assez importante, hein, ça vous fait économiser pas mal. Et ça, c'est seulement si vous êtes PME au sens communautaire du terme, si vous avez, il y a des critères en termes de capital qui sont écrits ici. Il y a aussi le fait que ça doit être créé ex nihilo, être créé depuis moins de 8 ans. Et le critère principal, c'est que 15% de vos dépenses de l'année sont des dépenses de R&D. Et c'est là où intervient possiblement la collaboration avec un laboratoire. C'est que si vous travaillez avec un laboratoire ou si vous avez un jeune chercheur, ces dépenses-là sont assez facilement... on peut assez facilement prouver que c'est de la R&D. Donc c'est pour ça que c'est lié aussi potentiellement avec votre collaboration. En tout cas, ce sont les mêmes critères que pour être éligible au crédit impôt recherche. Et les deux sont cumulables, c'est des choses différentes. Donc voilà, ça c'était pour le jeune entreprise innovante. C'est aussi très rapide, hein, c'est un dispositif complexe. C'est déclaratif, hein, comme le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation. Mais je conseille fortement de faire un rescrit, donc demander à l'administration si vous êtes éligible pour pouvoir être sûr de ne pas avoir de problème par la suite. Donc pour faire une petite synthèse de cette rapide introduction, en gros, vous avez beaucoup de dispositifs d'aide publique qui sont différents en fonction de votre domaine d'activité, de votre type de projet, de votre lieu d'activité. Il faut essayer quand on se lance dans un projet de recherche, il faut essayer de bien cibler les aides, qu'est-ce qui peut être bien pour ce projet et comment faire pour bien le monter. Il faut quand même
prendre du temps, hein, c'est sûr que ça prend du temps. Et il faut avoir forcément les bons fonds propres donc, pour pouvoir demander des aides pour ce qui est direct. Pour ce qui est indirect, comme on a vu, c'est assez différent, mais du coup, il faut pouvoir quand même avancer les frais de recherche. Sur le CIR, JUI, etc., c'est des dispositifs qui sont vraiment très intéressants, très incitatifs, et c'est extrêmement avantageux de collaborer avec des laboratoires de recherche, outre le fait que vous pouvez réaliser des choses assez extraordinaires, bien sûr. Du point de vue financier, c'est aussi très intéressant. Mais il faut juste vraiment faire attention parce que c'est quand même des dispositifs complexes. Il y a vraiment un guide de centaines de pages sur Internet. Vous pouvez le télécharger et regarder. Il y a des textes de loi qui encadrent de façon spécifique ces dispositifs. Donc c'est assez complexe. Il faut vraiment prouver qu'on est éligible. Mais si vous passez cette étape-là, ça peut être très intéressant. Et dans tous les cas, tout ça vous incite vraiment à vous rapprocher de la recherche publique. Voilà, c'était une petite introduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux essayer d'y répondre. Super, Alain. Très intéressant ces informations parce que je pense que ça concerne beaucoup de startups aujourd'hui qui n'étaient pas forcément de ce type d'aide. Oui, comme j'ai dit, c'est une petite intro, hein, c'est des dispositifs, il faut prendre le temps de regarder, mais au moins de savoir que ça existe. Comme ça, vous savez, quand vous faites votre stratégie justement d'innovation, de R&D, savoir si un jour vous allez vous rapprocher de la recherche publique, faut quand même, vous pouvez prendre ça en compte dans votre plan de financement pour pouvoir prévoir le futur. Donc, au moins de l'avoir en tête, ça c'est déjà très très bien. Après, juste, je redis, faire bien attention à votre éligibilité. Donc, s'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai été extrêmement claire. C'est parfait. Ouais. Moi, juste une petite question, s'il vous plaît. Oui. Oui, par rapport aussi, il faut même d'autres dispositifs. Hein. Si le projet part du chercheur, un chercheur peut demander ensuite chercher un partenaire ou il faut toujours que ça parte du partenaire industriel, en tout cas économique? Sur la thèse CIFRE, je suis pas très vraiment spécialiste des thèses CIFRE, oui. Mais à mon sens, on peut, quand on veut faire une thèse, donc une thèse CIFRE, c'est en collaboration entre une entreprise et un laboratoire. Oui. Je pense qu'il faut essayer, c'est possible d'essayer de trouver soi-même l'entreprise et leur demander si il serait intéressé de s'engager dans ce chemin. Oui. Et après, bien leur expliquer, c'est vrai que c'est pas un dispositif qui est très connu, surtout des jeunes entreprises. Et donc, ça peut être intéressant voilà, on a un témoignage en direct. Oui, je vois. Voilà, c'est tout à fait possible de trouver soi-même l'entreprise, c'est ça. Après, je pense il y a un travail d'explication assez important. Et de montage de dossier. Mais oui, totalement possible. Et pour tout ce qui est le reste aussi, c'est-à-dire que par exemple, vous avez un projet potentiellement, vous pourriez collaborer avec des startups ou des hôtels ou des gens qui pourraient travailler avec vous sur le sujet. Vous pouvez très bien aller voir, je pense que ce que vous vouliez faire via votre événement, c'est trouver des entreprises qui vont vous acheter une prestation. Et si vous savez, vous leur dites qu'en plus, la facture, ils vont pouvoir faire x2 dans le CIR, c'est quand même aussi un argument pour commencer une collaboration. Ouais. Après, l'autre problème, c'est effectivement, je sais qu'au niveau administratif, c'est très lourd. C'est par exemple comment facturer une prestation quand on est chercheur rattaché à une université publique. Donc, je ne sais pas. Bon, pour le moment, je ne suis pas à ce niveau, mais voilà, c'est des questions aussi qu'on peut se poser quand on veut se lancer dans une collaboration. Alors là, c'est sûr qu'il faut que ça passe par le labo pour que ça soit éligible au CIR. Il faut que ça passe par le labo. Et après, je pense que c'est le labo qui, eux, de leur côté, règle ça. Il me semble qu'il y a, la plupart du temps, dans les laboratoires de recherche, il y a des cellules d'accompagnement pour ce type de sujet qui gèrent justement le transfert technologique et puis les collaborations publiques-privées. D'accord. Okay. Mais au moins de le savoir, même pour vous, c'est vrai que si peut-être vous ne saviez pas que les factures peuvent être multipliées par 2, donc après on prend 30%, mais bon, quand même, c'est extrêmement avantageux. Exactement. Ok, merci.
Après, il y a un commentaire de Robin de SkySup, qui est une start-up du réseau qui indique à Souro, si jamais je pense que tu as besoin, tu peux très bien te rapprocher de lui aussi, si tu le souhaites. Ah, voilà, on commence les collaborations maintenant, c'est super. Il ne faut pas hésiter à vous manifester ou autre, parce que c'est vrai que c'est important, en tout cas pour les chercheurs aussi, de savoir qu'il peut y avoir des terrains et des potentielles collaborations qui peuvent être faites par la suite. Oui, c'est vrai que là, par exemple, moi, j'ai parlé effectivement de collaborations établies avec des factures, etc. Je pense aussi qu'il y a des collaborations un peu plus informelles où juste des startups peuvent tester, peuvent déjà aussi transférer des données, discuter, juste faire des groupes de travail. Enfin, ça, c'est aussi un premier pas, je pense, dans un processus de recherche, parce que ça peut être un petit peu intimidant quand on est une jeune startup, pas beaucoup de salariés. Et donc, ça, c'est aussi des possibilités où c'est, avant de facturer ou quoi que ce soit, on peut aussi juste collaborer ensemble sur un sujet qui nous intéresse. Oui, complètement. Ça en fait aussi partie. Et c'est aussi pour ça qu'on a organisé en tout cas ce premier webinaire sur la thématique de la recherche, puisqu'on voulait déjà vous apporter un premier vernis sur ce que c'était, sur les projets de recherche, spécifiquement comment ils sont accompagnés, quel type de projet on peut avoir, aussi quel type d'aide vous pouvez bénéficier en fait en tant que jeune start-up. Et puis, les prochaines fois, on aimerait peut-être se rapprocher plus de vos thématiques à vous, de vos cœurs de métier, pour aussi vous permettre de rencontrer des chercheurs qui sont en lien avec vos thématiques précises. Oui, exactement. C'était notre idée avec Laure, c'était de faire voilà, une intro, sensibilisation, et après, pour ceux qui sont intéressés d'aller plus loin, peut-être nous l'indiquer ici ou plus tard, si vous avez vous avez besoin de réfléchir, peut-être pour au moins trouver voilà, des liens et travailler un peu sur, enfin brainstormer sur les possibilités de collaboration. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions en plus. Et on voit qu'il y a déjà des contacts qui sont établis, donc c'est top. Ah, c'est magique. Donc, Souro qui indique qu'il cherche donc des partenaires pour développer les projets de recherche autour du revenu management, de la recommandation par l'IA. Ouais, Donc, ouais. si vous en faites partie. Donc, si je me permets, effectivement, c'est parce que, comme je l'ai dit, moi, j'ai postulé au projet Pulsar et je pense que voilà, j'ai la chance d'être financé. Et donc, on a également déposé un projet avec un collègue en informatique qui est spécialisé en informatique et intelligence artificielle. Et voilà, on a déposé un projet auprès de Angers Technopole dans le cadre de la prématuration. Et l'objectif, c'est vraiment de travailler sur à la fois la recommandation par intelligence artificielle. Il y a déjà un projet en Angers qui s'appelle CENO, donc qui travaillait à la base sur les événements culturels sur papier, mais aujourd'hui, on l'a développé en intelligence artificielle, sauf que, voilà, OVH a brûlé avec leurs données, mais bon, ils sont en train de se rattraper. Donc, on cherche effectivement des startups avec lesquelles travailler sur ces questions. Donc, on a également un projet sur, par exemple, une application dans le domaine de la gastronomie pour identifier les goûts des gens, pour pouvoir effectivement, quand on va dans un restaurant, plutôt que de passer son temps à savoir ce qu'on veut manger, que l'application puisse nous aider en fonction de nos goûts à identifier rapidement quel plat nous convient. Donc, on travaille sur toutes ces questions-là par intelligence artificielle. Donc, s'il y a des startups qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter. Merci. C'est intéressant aussi. Exactement, on pourrait trouver peut-être des financements ensemble pour développer ça. Merci. Merci. C'est vrai que ça montre que le projet, on commence par un premier projet et que, comme l'a dit Souro, il y a d'autres projets qui en découlent et qui sont sur la même thématique. Exactement. C'est ça qui est intéressant aussi dans la recherche, en fait. Pas d'autres questions? Peut-être
Sandrine qui témoigne. Merci, c'est très intéressant. Bonne journée. On va arriver au terme effectivement de cette matinée. Moi, j'ai une dernière question pour Philippe avant de finir. Quand on est une entreprise, une start-up par exemple, qui ne nous connaît pas nous, parce que là, on peut très bien faire le lien, c'est quoi la porte d'entrée du GIS pour essayer de travailler sur un sujet de recherche? Alors, la porte d'entrée, c'est notre mail. Hein. On peut nous contacter. Donc, je ne le connais pas par cœur, donc je vais vous dire ça. Donc, c'est gis.études touristiques, tout au pluriel, @univ-angers.fr. Donc, voilà, c'est une manière de rentrer en contact avec moi et avec Lydie Jouisse, qui est la chargée de développement du GIS à mes côtés. À partir de là, nous, on peut être la tête de réseau pour relayer autour de nous dans nos partenariats académiques, hein, bien évidemment. Sachant que en plus, souvent dans le travail recherche entreprise, c'est souvent des gens qui se connaissent un petit peu déjà parce que on travaille avec des gens du territoire, on a créé un lien dans un précédent projet, on poursuit ensuite. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses qui peuvent se faire comme ça, mais avec le mail du GIS, voilà, il y a aucun problème. On relaiera l'information auprès de qui de droit, parce que voilà, il y a 150 chercheurs, et donc on a pas mal de disciplines, et donc là-dessus, on peut même avoir des échanges. C'est-à-dire que si certains présents ici se posent des questions, mais ne savent pas à qui s'adresser, moi, je peux avoir un échange avec qui le souhaite par rapport à leur projet. Ça fait partie aussi de mon job, ou même des choses que j'ai déjà fait avant, d'accompagner des chercheurs même à travailler ensemble ou à travailler des problématiques, etc. Parce que des fois, voilà, on est une entreprise, on aurait besoin d'informations sur telle ou telle chose et on ne voit pas où chercher, où trouver, ou on ne trouve pas dans la presse professionnelle, etc. Parce que, bien évidemment, la question qui est posée est peut-être fondamentalement une question de recherche. Et là, en tout cas, moi, dans un premier temps, je peux apporter un premier élément de réponse et puis mettre en contact avec les gens qui seront les plus susceptibles de répondre de bonne manière à l'entreprise qui en a besoin. Ok, merci beaucoup, c'est très clair. Mais effectivement, si on ne trouve pas l'info, c'est peut-être une première étape pour se dire, c'est peut-être qu'il faut faire quelque chose. Voilà, s'il n'y a pas l'info, beaucoup de professionnels ou de journalistes professionnels se posent des questions, mais par rapport à un certain nombre de problématiques, mais pas toutes les problématiques. Et peut-être pour certains entrepreneurs, des fois, ils ne s'en rendent pas compte, mais la problématique qu'ils posent est scientifique. Et c'est là où les chercheurs peuvent être utiles. Et les chercheurs, eux, sont très contents d'avoir des entreprises en lien parce qu'on a besoin de lieux d'application, de gens qui sont, eux, on n'est pas là en train de penser dans notre tour d'ivoire, on a vraiment besoin d'être en prise avec le réel. Et la prise avec le réel, c'est les entrepreneurs. Ouais, c'est très clair. Je comprends bien. Super, merci beaucoup, Philippe. Merci de votre invitation. Au revoir à tous. Merci à tous d'être venus. Et puis, pour les startups qui sont chez Welcome, on pourra en rediscuter, reboucler pour aller plus loin la prochaine fois sur vos sujets, avec Laure aussi. Oui, pareil pour les startups du Tourism Innovation Lab, si vous souhaitez en savoir plus et nous faire vos retours, n'hésitez pas. Et puis, dans tous les cas, la présentation d'aujourd'hui sera rediffusable sur la chaîne YouTube, en tout cas du TIL. Donc, je ne sais pas pour le Welcome, mais je pense que ce sera aussi à dispo si vous le souhaitez, pour avoir aussi les documents. Oui, ça sera disponible sur notre chaîne, effectivement. Super, merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Laure, et merci pour l'organisation. Merci à vous aussi, Anne. Merci, Sourou. Merci, au revoir. Ça m'intéresse.